Le corps humain est une machine biologique dont la complexité défie l'entendement. Mais si on descend d'un cran, si on regarde la mécanique pure qui soutient la moindre cellule, le moindre os, on se heurte à un chiffre qui est proprement astronomique. Ah oui, le fameux chiffre. Ouais, on parle d'environ 7 multiplié par 10 puissance 27 atomes. Un 7 avec 27 zéros derrière. En fait, c'est une quantité qui fait fondre les fusibles de notre cerveau. Mais le truc qui fige vraiment l'esprit, c'est pas la quantité, c'est l'âge. Absolument. L'âge de ces atomes. C'est ça. L'écrasante majorité de ces atomes précis qui composent la chair, le sang et même notre conscience, ils sont plus vieux que la Terre elle-même. La planète a quoi? 4,6 milliards d'années? Mais l'humanité est littéralement constituée d'antiquités cosmiques, des éléments qui ont été forgés dans le cœur d'étoiles mortes bien avant que notre système solaire soit un vague nuage de gaz. Et c'est fascinant parce que nous abritons tous ce paradoxe intime, tu vois. L'être humain se perçoit comme une entité hyper récente, une petite étincelle de vie éphémère, alors que notre architecture fondamentale est d'une ancienneté presque insondable. C'est vertigineux quand on y pense. Totalement. Et c'est justement la mission de l'exploration d'aujourd'hui. À partir des recherches qu'on a compilées sur les propriétés quantiques et subatomiques, l'objectif c'est vraiment de déconstruire cette réalité matérielle. Et attention, on va pas réciter un manuel de chimie, hein. Quiconque s'intéresse un peu à la science sait déjà ce qu'est un atome. Exactement. L'idée c'est plutôt de plonger dans l'architecture invisible de notre univers, de comprendre les mécanismes de l'infiniment petit pour saisir comment ces règles quantiques complètement aberrantes finissent par dicter la solidité du monde tangible. Et ça va même jusqu'aux nanotechnologies de demain. Bon, décortiquons tout ça. Parce que si on veut appréhender l'univers, il faut regarder la toile de fond, quoi. Et l'échelle est terrifiante. Les physiciens estiment qu'il y a environ 10 puissance 80 atomes dans l'univers observable. Un 1 avec 80 zéros. C'est immense. C'est littéralement le budget matériel de toute la création. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont la physique doit complètement tordre nos systèmes de mesure habituels pour pouvoir manipuler ça. Ouais, on peut pas utiliser des kilos normaux. C'est ça, on utilise l'unité de masse atomique, l'UMA. Ça équivaut à 1,66 multiplié par 10 puissance moins 27 kg. Moins 27, ouais. C'est une masse qui est si infime qu'elle échappe à toute intuition macroscopique. Et pourtant, quand on examine la structure interne d'une de ces briques, on découvre une aberration spatiale monumentale. Ah, tu parles de la taille du noyau par rapport à l'atome? Oui. Le diamètre d'un atome en moyenne entre 0,1 et 0,5 nanomètres. Mais son cœur, le noyau, qui contient les protons et les neutrons, il mesure environ 10 puissance moins 15 mètres. Attends, ça veut dire que le noyau est 10 000 fois plus petit que l'atome lui-même? 10 000 fois, oui, tout en concentrant 99,9% de la masse totale. Et l'électron en orbite, lui, ne pèse qu'un 1836e de la masse d'un proton. C'est un truc de fou. On entend souvent cette vieille analogie de l'atome gros comme un stade de foot avec un petit poids au centre. Mais honnêtement, ça rend pas vraiment justice à la physique de la chose. Non, l'échelle est encore plus extrême. Grave. Il faudrait plutôt imaginer une sphère d'influence de la taille d'une métropole entière, disons Paris. Et absolument toute la masse, tous les bâtiments, tous les habitants seraient broyés et concentrés dans un seul grain de sable posé au centre précis de la ville. C'est une excellente image. Et ce grain de sable, sa densité atteindrait 10 puissance 17 kg par mètre cube. Un objet avec une lourdeur gravitationnelle écrasante, perdu au milieu de kilomètres de néant absolu. Du vide, oui. Mais du coup, si la matière est constituée de ce vide métropolitain, pourquoi deux objets solides se traversent pas? Je veux dire, pourquoi ma main passe pas à travers la table à l'instant? Parce que la solidité, c'est qu'une illusion en fait. C'est généré par la répulsion électromagnétique. Ce vide autour du noyau, c'est pas un espace mort. Il est défini par le nuage électronique. Ouais, le fameux nuage. Et là, il faut absolument oublier cette vieille image scolaire de petits satellites qui tournent sagement autour d'une planète. Le nuage électronique, c'est une densité de probabilité. C'est une onde quantique. D'accord, c'est pas des petites billes. Pas du tout. La probabilité de trouver un électron à un point précis, elle diminue de façon exponentielle à mesure qu'on s'éloigne du noyau. Alors, pour bien visualiser ce mécanisme de répulsion, j'avais lu un truc, c'est un peu comme observer les pales d'un ventilateur industriel qui tourne à une vitesse extrême. Oui, tout à fait. En gros, on ne peut pas affirmer où se trouve exactement la pale à une microseconde précise. Mais la zone est tellement saturée d'énergie que si tu y glisses un objet, ça provoque un choc immédiat. Exactement.
Les champs de probabilité des électrons d'un objet repoussent violemment les champs de probabilité d'un autre objet. Le contact physique, au fond, c'est juste le refus farouche de deux champs quantiques de partager le même espace. C'est fou quand même. Mais bon, ça, c'est la périphérie. Et on a dit que la véritable énigme, elle se trouve dans ce grain de sable hyper dense au centre. Le noyau. Ouais, puisque le noyau concentre des dizaines de protons qui sont tous chargés positivement, la force de Coulomb dicte une répulsion brutale, non? Des charges identiques, ça se repousse. Mathématiquement, oui. Le noyau devrait exploser dans la fraction de seconde suivant sa formation. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour empêcher cette explosion, la nature plonge dans ce qu'on appelle le zoo subatomique. Le terme est bien choisi. Nos sources mentionnent la structure interne des protons et des neutrons, qui sont composés de particules encore plus fondamentales, les quarks. Voilà, les fameux quarks. Il y a des quarks dits up, avec une charge de plus de tiers, et des quarks down, avec moins un tiers. Mais là, on se heurte à un truc troublant, ce qu'on appelle le confinement des quarks. Les sources sont claires, un quark ne peut pas exister seul. Ils sont perpétuellement enfermés par groupe. C'est impossible d'en isoler un. Du coup, moi, ça soulève une objection méthodologique évidente. Si un appareil de mesure peut jamais isoler un quark libre, comment est-ce que la physique moderne justifie leur existence réelle? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de postuler des fantômes mathématiques pour faire marcher les équations du modèle standard? C'est une critique qu'on entend souvent. Mais la démarche scientifique, en physique des particules, elle se contente jamais d'inventer des variables d'ajustement. En fait, on déduit la réalité indéniable des quarks par l'observation des forces inouïes qui les confinent. D'accord, donc c'est la force qui trahit leur présence. C'est ça. Et c'est là qu'intervient l'interaction nucléaire forte, véhiculée par des bosons qu'on appelle les gluons. La mécanique de ces gluons est juste fascinante. Contrairement à la gravité ou à l'électromagnétisme qui diminue quand on s'éloigne, la force qui lie les quarks agit comme un élastique quantique indestructible. Un élastique quantique, hein? C'est-à-dire? Plus on tente de séparer deux quarks, plus l'énergie accumulée dans le champ de gluons augmente. Et à un moment critique, cette tension devient si colossale qu'elle se convertit spontanément en masse. Ça crée instantanément une nouvelle paire de quarks. Ah ouais, selon l'équation d'Einstein, énergie égale masse. Exactement. Donc en gros, on voit jamais le quark isolé parce que le simple fait de tirer dessus génère la matière qui va le cacher à nouveau. C'est un mécanisme d'autopréservation de la nature. C'est incroyable, et c'est cette même force forte, ou plutôt sa forme résiduelle, qui maintient les protons collés dans le noyau, vainquant cette fameuse répulsion électrique de tout à l'heure. Une victoire qui requiert une énergie titanesque, je te signale. On parle d'une énergie de liaison nucléaire d'environ 13 mégavolts par nucléon. 13 mégavolts, c'est énorme! C'est cette force farouche qui fige le noyau. Mais attention, la stabilité d'un atome, ça dépend pas seulement de cette guerre confinée en son centre. Non, ça dépend aussi de l'organisation ultra-rigide qui s'impose aux électrons à l'extérieur, l'organisation qui est dictée par le principe d'exclusion de Pauli. Oui, un principe fondamental. Aucun électron peut partager exactement le même état quantique qu'un autre. C'est pas juste une règle arbitraire, c'est ça qui sculpte notre espace. Les électrons sont forcés de s'étager dans des orbitales aux géométries hyper spécifiques. C'est là qu'on retrouve les fameuses lettres. Ouais, et l'orbital S, qui est une simple sphère, mais comme il n'y a plus de place, les électrons suivants sont expulsés vers des niveaux supérieurs. Ça forme les orbitales P en forme d'altère, puis D en forme de trèfle, et F avec des géométries complètement hallucinatoires. Et ces formes géométriques, il faut bien comprendre que ça relève pas d'une sorte d'esthétique mathématique. Ça dicte littéralement la manière dont l'univers s'assemble. C'est-à-dire ? Parce que ce sont ces orbitales de la couche la plus externe, les fameux électrons de valence, qui vont déterminer comment un atome s'accroche à un autre. C'est l'électronégativité qui gouverne tout. La capacité d'un atome à attirer les électrons, quoi. C'est ça. Sur notre échelle, on va du francium, qui est très faible, à 0,79, jusqu'au fluor, qui est un vrai tyran, à 3,98. Et c'est dans cet intervalle que se joue toute la chimie de la création. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment on passe de ces espèces de champs de probabilité en forme de trèfle à la diversité complètement délirante de la table périodique, avec ses 118 éléments? C'est la grande question. Surtout que l'hydrogène et l'hélium dominent la masse de l'univers à plus de 99%. Le reste, genre le carbone, le fer, l'or, c'est presque une erreur statistique. Oui, on est fait de poussière d'étoiles, littéralement.
Et pourtant, dans cette marge infime, on trouve des comportements opposés. D'un côté, t'as l'osmium, qui est d'une densité insensée, et de l'autre, t'as le tungstène, qui refuse de bouillir avant 5555 degrés Celsius. Et tout s'explique par la façon dont les électrons de valence négocient leur liaison. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est simple. Chaque atome cherche frénétiquement à atteindre son état fondamental, son niveau d'énergie le plus bas. La nature est paresseuse. La thermodynamique exige la paresse, oui. Les atomes interagissent pour combler leurs orbitales vides. Prenons un métal, par exemple. Ok, prenons un morceau de cuivre. Les atomes métalliques ont une électronégativité faible, donc ils abandonnent très facilement leurs électrons externes. Le résultat, c'est pas une liaison rigide, c'est une structure où les noyaux positifs baignent dans une espèce de mer d'électrons délocalisés. Ah, d'où la conductivité. Exactement, c'est cette mobilité libre qui permet aux métaux de conduire le courant ou d'être martelés sans se briser. Les électrons agissent comme un fluide d'amortissement. Contrairement au carbone dans un diamant, par exemple. Ah oui, là c'est l'extrême inverse. Le diamant, il baigne pas dans un fluide, il est le fruit d'un verrouillage impitoyable. C'est ce que les sources appellent l'hybridation sp3. En gros, les orbitales s et p de l'atome de carbone fusionnent pour former 4 bras directionnels. 4 bras parfaitement espacés d'un angle de 109,5 degrés, c'est de la géométrie pure. Et les électrons y sont partagés dans des liaisons covalentes extrêmement courtes et fortes. Chaque atome est lié à 4 autres dans un maillage en 3D infini. Du coup, si tu frappes un diamant, la force ne peut pas plier la structure, elle est instantanément redistribuée à travers tout le cristal. La dureté légendaire du diamant, c'est qu'une conséquence de la rigidité mathématique de ces électrons. C'est génial. Mais cette quête universelle de l'énergie la plus basse, elle ne s'arrête pas à la chimie. Elle régit le cœur même des éléments. Si on trace la courbe de stabilité nucléaire de tous les isotopes de l'univers, on découvre une espèce de vallée profonde, un point de repos ultime. Le fer 56. Le fer 56, oui. Celui qui possède l'énergie de liaison par nucléon la plus basse, l'état de relaxation absolue. Je veux dire, fusionner de l'hydrogène dans une étoile, ça libère de l'énergie jusqu'à arriver au fer. Et fissionner de l'uranium, ça libère de l'énergie en redescendant vers le fer aussi. Le fer, c'est le cimetière thermodynamique vers lequel glisse inexorablement toute la matière. Ce qui implique logiquement que tout élément plus lourd que le fer est en état de stress permanent. Les atomes massifs sont bâtis sur un précipice énergétique, quoi. Et ce stress, ça nous amène directement à la désintégration. Un noyau obèse finit toujours par craquer. C'est ça la radioactivité. La radioactivité, faut vraiment pas voir ça comme une anomalie. C'est un mécanisme de soulagement. Un atome lourd cherche juste à retrouver une configuration plus stable. Comme la désintégration alpha. Voilà. Le noyau est tellement volumineux que la force nucléaire forte n'arrive plus à retenir les bords extérieurs face à la répulsion électromagnétique. Donc le noyau recrache l'équivalent d'un noyau d'hélium pour s'alléger. Mais le truc le plus élégant, je trouve, ça reste la désintégration bêta. Ah, la transmutation pure. L'alchimie qu'on croyait impossible. Dans un noyau qui a un excès de neutrons, un événement sous-jacent incroyable se produit, avec l'interaction faible. Un quark down à l'intérieur du neutron change brusquement de saveur. Il devient un quark up. Ouais, le neutron se transforme physiquement en proton. Et pour conserver l'équilibre, le noyau éjecte un électron à grande vitesse et un antineutrino. C'est dingue. L'élément vient de changer de nature fondamentale. Et le tempo de ces transmutations, il obéit à des lois statistiques immuables, ce qu'on appelle les demi-vies. Et ça balaye un spectre chronologique absurde d'ailleurs. Absolument absurde. Certains noyaux s'évaporent en 10 puissance moins 22 secondes. D'autres, comme le tellure 128, ont une demi-vie d'environ 10 puissance 24 années. C'est plus d'1 trillion de fois l'âge actuel de l'univers. C'est ça. Après, à une échelle utile pour nous, on a le carbone 14. Avec sa demi-vie de 5730 ans, il sert de chronomètre. Le rayonnement cosmique bombarde l'azote atmosphérique pour forger ce carbone instable qui est ensuite absorbé par tout le vivant. Ouais, via la photosynthèse et tout ça. Et à la mort de l'organisme, bam, le compteur s'enclenche. L'ingestion s'arrête et le carbone 14 commence lentement à muter en azote. Et en mesurant ce qui reste, on lit le temps écoulé depuis la mort, même si cette horloge se dissipe totalement au-delà de 50 000 ans. Mais bon, l'humanité s'arrête plus à la simple mesure des ruines du passé. Aujourd'hui, l'ingénierie subatomique ouvre des horizons sidérants. Les horloges atomiques contemporaines exploitent le césium 133 avec une précision si féroce qu'elle dériverait que d'1 seconde sur 15 milliards d'années.
C'est plus vieux que l'univers. Exactement. On utilise des microscopes à effet tunnel pour arracher des atomes individuels. On synthétise des éléments super lourds au-delà du numéro 120, des structures qui n'existent même pas dans la nature, et on crée des boîtes quantiques pour piéger les électrons sur demande. Des atomes artificiels, oui. Face à cette orgie d'ingénierie, je peux pas m'empêcher de me demander, en forçant des protons ensemble pour accoucher d'éléments éphémères, ou en générant des superpositions dans des ordinateurs quantiques, est-ce qu'on n'est pas en train de distorsionner la réalité, de forcer le code source de l'univers au-delà de ses propres règles? Cela soulève une question importante sur la philosophie de la science, c'est sûr. Mais du point de vue de la physique fondamentale, aucune règle n'est violée. Vraiment? Manipuler des atomes artificiels ou orchestrer l'intrication quantique, c'est pas casser la nature. Tous ces phénomènes obéissent avec une rigidité absolue à l'équation de Schrödinger et aux lois de la conservation. Donc on joue juste avec les règles existantes. Exactement. L'intelligence humaine explore des zones du paysage quantique que les processus stellaires aveugles n'ont tout simplement pas les conditions de générer spontanément. C'est le prolongement logique des lois existantes. Ces états métastables qu'on force en labo révolutionnent déjà la conception de nouveaux matériaux. Et même la médecine avec les isotopes? Tout à fait. Des isotopes médicaux ultra ciblés capables de détruire des tumeurs de l'intérieur, cellule par cellule. C'est une maîtrise de l'information, pas une violation de la physique. Une maîtrise qui demande de prendre un vertigineux recul sur notre place dans ce mécanisme global. Franchement, toute cette exploration nous a fait traverser des couches de réalité souvent imperceptibles. On est parti de loin. Ouais, il y a eu la réalisation originelle que la matière organique est faite de poussière millénaire, majoritairement structurée par un vide immense. Là où les probabilités remplacent la matière solide. Exactement. On a décortiqué des tensions herculiennes du noyau, maintenues en extrémis par des forces confinant des particules qu'on verra jamais. On a compris comment la géométrie des couches électroniques orchestrait la flexibilité des métaux ou la dureté des cristaux. Et on a constaté que l'instabilité inévitable des atomes lourds nous offrait l'outil parfait pour dater notre histoire ou concevoir les traitements de demain. Une compréhension intime de ces éléments fondamentaux, c'est vraiment la clé de toutes avancées technologiques. De l'horlogerie universelle dictée par les demi-vies jusqu'aux ordinateurs quantiques. L'atome, c'est pas seulement le bloc de construction, c'est la notice technique de l'univers. Et cette notice, elle n'est pas juste dans des labos high-tech. Elle est intriquée dans chaque processus biologique immédiat. À l'instant même, quiconque écoute cette analyse, à chaque inspiration, ses poumons absorbent des milliards et des milliards d'atomes d'oxygène. Et particulièrement l'isotope 16, qui représente 99,75% de cet oxygène. Et ces structures qui entrent dans le système sanguin pour alimenter les réactions de notre cerveau en ce moment précis, elles sont pas nées de nulle part. Elles ont été forgées par la fusion de noyaux d'hélium et de carbone au cœur d'étoiles massives qui ont explosé en supernova il y a des éons. C'est fou! Le simple acte de respirer, c'est un recyclage direct de la mécanique cosmique la plus violente. Et ça montre bien que la délimitation entre le cosmos, le royaume quantique et la biologie, c'est une frontière totalement artificielle inventée par l'esprit. L'hydrogène dans les océans, le fer dans notre sang, l'oxygène dans nos poumons, tout ça n'est qu'un immense assemblage régi par les mêmes règles de probabilité quantique. Seule l'échelle et la configuration changent. Ce qui m'amène à une réflexion finale assez troublante quand on y pense. Laquelle ? L'univers tout entier, des trous noirs jusqu'à notre système nerveux central, il est composé que de ces mêmes assemblages de quarks et d'électrons. Des éléments fondamentalement froids, anciens, sans but intrinsèque, qui obéissent aveuglement à des équations de répulsion et de liaison. En plongeant vers la thermodynamique la plus paresseuse possible. C'est ça, une mer de vide structurée par des champs de force. Alors la question qui demeure, c'est à quel niveau précis de complexité géométrique un amas d'atomes fondamentalement inanimés, silencieux et insensibles s'organise-t-il au point de faire jaillir l'imagination, la conscience et cette capacité tout à fait absurde de décortiquer sa propre composition mathématique? C'est le mystère ultime. Peut-être que le saut de la matière inerte à l'esprit capable de s'interroger sur elle-même reste la seule anomalie quantique que l'équation de Schrödinger pourra jamais résoudre.